Oh et bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette quotidienne de hors-jeu pendant cette Coupe du Monde. On se régale, on s'amuse, les matchs commencent à se débrider, ça fait plaisir et toute la team est là pour revenir sur les rencontres de la journée. Voilà, on va discuter tranquillement et donner un petit peu nos avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec Bruce, bien entendu. Salut Bruce. Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que toi tu vas bien. Il y a Kanto qui est là aussi, ça va Kanto? Salut à tous, salut à tous. Bon voilà, je vais commencer l'émission parce que je l'ai promis à ma communauté, puis voilà, je viens gratuitement. On n'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Voilà. Salut à tous, ok d'accord. Franchement, t'aurais pu être un petit peu plus créatif Kanto, parce que ça faisait un peu pitié là. Ouais. Déjà, moi je mets pas en avant un truc de crypto, donc c'est déjà pas mal. Je sais pas c'était pour qui cette balle perdue, mais c'est vrai que ça faisait un petit peu pitié. Scipion est là aujourd'hui, c'est lui, le 4e homme. Ça va Scipion? Bah écoute, ça va super, on a failli s'endormir sur cette journée de Coupe du Monde, heureusement qu'on a eu cette fabuleuse seconde période. Donc on est très content de pouvoir débriefer ce Portugal-Ghana où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, tout à fait. On va revenir là-dessus, un match qui aurait pu mal tourner pour les Portugais et finalement dénouement heureux. Alors cette émission, je vous le rappelle bien sûr, on est désormais avec Winamax pour vous la proposer et d'ailleurs on a un petit code à vous proposer sur le site winamax.fr. Tout d'abord le bonus de bienvenue qui vous permet d'avoir votre premier dépôt sur le site remboursé sur le site winamax.fr. Vous pouvez parier jusqu'à 100 € et derrière on vous rembourse ça en pari gratuit. Donc ça c'est super cool et on a aussi un petit code. Donc comme je disais, hors jeu 10, il est en bas, il s'affiche dans le bandeau. Vous le rentrez et derrière vous pouvez avoir 10 € de bonus supplémentaires. Et attention, Kanto, ça c'est ton travail. C'est à toi de le rappeler. Bien évidemment, il est interdit de parier si on est mineur et bien entendu aussi, Kanto. Et bien entendu, de respecter son budget et de ne pas se mettre dans des situations préoccupantes pour la Coupe du Monde, surtout quand on voit des résultats comme l'Allemagne, comme l'Argentine qui ont tué pas mal de tickets. Faites attention sur vos mises parce que il n'y a jamais de paris sûr et de paris gagnés à l'avance. Voilà, prenons ça vraiment comme un amusement et surtout pas quelque chose qui va venir nous pourrir la vie. Bon, messieurs, on entre dans nos sujets, c'est parti. On commence avec le point bleu, c'est le jingle, c'est parti. Alors le point bleu, je vous le rappelle, c'est très simple. On fait un petit peu, l'état des lieux de ce qui se passe autour de l'équipe de France. Et là, on a eu quand même deux infos assez importantes qui sont sorties, Bruce. Notamment déjà Kingsley Coman qui a dû écourter son entraînement et qui est sorti. Apparemment, il aurait une gêne musculaire. Et l'autre info, c'est aussi Camavinga qui apparemment a été testé en latéral gauche et qui a d'ailleurs été plutôt bon puisqu'il a marqué un but pendant ce petit match d'entraînement. Déjà pour Coman, Bruce, comment est-ce qu'on prend cette nouvelle? Mais Coman, je crois, alors peut-être je dis des bêtises, mais je crois que c'était quelque chose un peu de prévu aussi. Il y avait déjà une petite gêne et il n'y avait pas de prise de risque. Je crois que c'est vraiment pour prendre aucun risque, hein. Je crois, hein. Vous me confirmerez ça si c'est bien le cas. Et après, pour Camavinga, écoute, à voir. Après, c'est sûr qu'il faut commencer à penser à une option de secours parce qu'il n'y a plus que Théo Hernandez en latéral gauche. On ne sait jamais s'il y a besoin de le faire souffler un peu et si jamais il y a de la casse, même si on touche du bois et on ne le souhaite pas. On pensait évidemment aussi peut-être à Rabiot qui a déjà un peu fait ce rôle-là, même si moi, personnellement, je préférerais qu'on le garde dans l'axe parce que pour moi, il est précieux et c'est notre milieu de terrain principal, j'ai envie de te dire. En tout cas, moi, c'est celui qui va peut-être donner le plus d'assurance pendant cette Coupe du Monde. Donc voilà, faut tester des choses. Écoute, Camavinga, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais moi, ça me fait flipper, je vais pas te mentir. On est d'accord. Ça me fait vraiment flipper, mais de toute façon, il faut commencer à penser à ça. Mais j'aurais peut-être préféré, du coup, qu'on teste je préfère voir un décès à la limite qu'on décale sur le côté, moi, si jamais c'est le cas, plutôt que Camavinga. Après, il y a le pied qui vient rentrer en jeu, ce que tu veux, bien évidemment, mais à la limite, je pense que je préférerais voir un défenseur central, du coup.
Ok, c'est vrai que pour le moment, on est dans une situation où, comme tu l'as dit, on essaie de trouver des solutions. Kanto, c'est vrai qu'on en a parlé hier, donc on va pas non plus s'épancher là-dessus. Mais Kamavinga, latéral gauche, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bah écoute, l'avantage c'est que quand les joueurs sont un petit peu jeunes, ils peuvent être maniables. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais outre le fait de ce poste de latéral gauche, je sais pas si vous avez vu la news, à prendre avec des pincettes, mais apparemment aujourd'hui à l'entraînement, j'ai vu que Jules Koundé et Disasi se sont entraînés sur le côté droit Ouais. pour leur part. Donc du côté de Deschamps, on a bien compris qu'il allait avoir un enjeu par rapport à ce côté gauche et Théo Hernandez, mais également par rapport à Pavard, qui a eu une absence complètement oufissime sur le but australien et qui apparemment n'a pas donné pleinement satisfaction à Deschamps. On sait que Pavard, en plus, c'est un des soldats de Deschamps, mais s'il commence à faire travailler Koundé et même Disasi, c'est peut-être qu'il se rend compte que il y a aussi ce côté droit qui peut être important et non pas uniquement le côté gauche. Et on sait que Didier Deschamps, pour lui, hein, ces postes-là sont d'une importance cruciale, hein, tout simplement. On sait qu'il a du mal parfois même à mettre des latéraux tout simplement de métier, hein. Il va plutôt, comme l'a dit Bruce, mettre des défenseurs centraux. Donc là, il a sûrement un petit peu de travail sur ce plan-là. Scipion, on va parler aussi de Kingsley Coman, du coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle là de voir encore un Coman qui est pas encore au top selon toi, sachant que Dembélé a été quand même plutôt bon contre l'Australie. Comment tu vois les choses là? Bah, par rapport à son entrée contre l'Australie, j'ai pas vu d'alerte musculaire particulière. Je pense que c'est plus, comme l'a dit Bruce, une manière peut-être de le préserver. On Ouais. sait que c'est un joueur fragile et que finalement, le remplaçant de Dembélé, il faut le choyer. Donc, voilà, je serais pas trop inquiet non plus. Après, ce qui est bien, c'est qu'avec Thuram et Kolo Muani, on a deux joueurs qui, que ce soit en Ligue 1 ou maintenant en Bundesliga, sont un peu maniables. Hein. Kanto a dit, quand tu es un jeune joueur, et encore plus quand tu joues une Coupe du Monde, tu es prêt à jouer partout. Donc là, pour le coup, Deschamps avec ces deux-là, il peut compter sur eux. Donc je serais pas trop inquiet non plus. Forcément, c'est un peu frustrant pour lui parce que voilà, on se souvient le dernier Euro contre la Suisse et tout, il est blessé, il veut pas sortir, il fait un peu un caca nerveux contre Deschamps et voilà, c'est Oui. un peu porté préjudice. Donc j'espère que c'est plus un accord tacite entre les deux. Je me préserve et tout, si t'es d'accord, coach. Mais bon, pour avoir de toute façon contre le Danemark, voilà, c'est vrai qu'avec une Coupe du Monde où t'as des matchs tous les 4 jours, ça va très vite. Et après, bon, c'est vrai que sur la dynamique, ça nous fait un blessé tous les 2 jours, quoi. Donc au bout d'un moment, on aimerait quand même que cette équipe de France elle soit préservée. Après, on a remarqué que sur cette Coupe du Monde, il y a des blessés un peu partout. Mais les Bleus, voilà, on est vraiment très atteints. En plus, à des postes, voilà, où on a des cadres et tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant. Bon, merci messieurs. En tout cas, le point bleu, c'est tous les jours et il reviendra demain dans la quotidienne de hors-jeu. Bien entendu, on continuera de faire le point jusqu'au match de l'équipe de France contre le Danemark. C'est ce samedi à 17h. Soyez au rendez-vous. Allez, on avance. On va parler des matchs du jour et on va commencer par ce Suisse-Cameroun. C'est parti. Alors Suisse-Cameroun, c'est le match avec lequel on s'est réveillé, messieurs. On attendait beaucoup la Suisse parce que la Suisse est quand même sur une forme de progression, il faut le dire, hein, avec leur dernier Euro. C'est une équipe qu'on attend un petit peu plus maintenant, moins une équipe qu'on va qualifier d'équipe piège, peut-être une équipe qu'on va plus voir comme une équipe qui peut réellement poser de gros problèmes et donc pourquoi pas faire match égal avec des équipes supposées un petit peu plus fortes. La Suisse qui commence avec un 1-0, mais Bruce. On l'a vu, la Suisse n'a pas été non plus si impressionnante que ça. Et il y a même peut-être des regrets côté camerounais. Bah, il y a eu des occasions. C'est sûr qu'en première mi-temps, il y a vraiment des situations intéressantes pour le Cameroun, avec notamment Choupo. Ouais. Voilà, ils ont leurs occasions. On en parlait juste avant un peu en off. C'est le problème aussi de pas mal d'équipes pour le moment, cette Coupe du Monde. Ça propose des choses. Ça peut être en place par séquence que tu veux, mais ça pêche dans les 20-30 derniers mètres. Et ça a été le cas, quoi. Ouais. Ça a été le cas. Tu vois, ils laissent un peu passer leur chance. Et puis après, en deuxième mi-temps, tu as la Suisse quand même qui accélère par moment. Et il y a un peu plus d'espace. Et c'est vrai que le but, pour le coup, bon, Shaqiri, il la passe, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Mbolo, il est quand même bien trop seul, quoi, tu vois. Ouais. Il a juste à ajuster. Donc voilà. Mais en soi, oui, c'est vrai que tu regardes le match, tu te dis, le Cameroun, il peut y avoir des regrets. Oui, il peut y en avoir. Mais souvent, en le foot, ça se joue sur des détails. Et c'est notamment au niveau de la finition et qui va te provoquer cette petite réussite qui va faire la différence. Et c'est là où il y a encore pas mal d'équipes qui pêchent dans cette Coupe du Monde. Et donc la Suisse, j'ai envie de te dire un peu à l'expérience, peut-être qui vient s'imposer 1-0. Mais c'est vrai que ça n'a pas été incroyable, la Suisse. C'est vrai que ça a été un peu décevant, notamment en première mi-temps. Bon, au final, ils arrivent quand même
à gagner ce premier match. Et on le voit, c'est facile pour quasi personne dans cette Coupe du Monde. Donc, je pense que le plus important pour eux, c'était de commencer par une victoire. Scipion, comment t'expliques ce manque dans les derniers mètres des équipes du continent africain? Comment t'expliques que ces équipes ont du mal à marquer? On rappelle quand même que le Ghana est la première équipe africaine à marquer dans cette Coupe du Monde. Il y en a déjà eu 3 qui avaient joué avant elle, ou 4 si je dis pas de bêtises. 2 buts marqués par le Ghana, mais là, on l'a vu encore avec le Cameroun, il y a des solutions, il y a des joueurs pour marquer des buts, mais il y a une forme de mutisme qui semble s'installer. Qu'est-ce que t'en penses? Et je crois que tu commençais à développer une petite théorie là-dessus. Non, après, la théorie, elle est pas très compliquée, je l'ai pas inventée, on le répète à chaque grande compétition. Pour aller au bout, il te faut un grand gardien, et il y a beaucoup d'équipes qui ont des vrais bons gardiens dans cette compétition, et un grand avant-centre. Et pas forcément un avant-centre qui plante tout le temps, je parlais en off de playmaker, type Harry Kane, quand il marque pas avec l'Angleterre, il fait des passes décisives, il régale. Pour le coup, il y a pas mal d'équipes africaines qui manquent de ce type de joueur. Et après, il y a des contextes différents à chaque fois. Le Sénégal qui perd Mané 2 semaines avant, tu vois, c'est terrible pour eux. Enfin, franchement, voilà, Boulaye Dia, c'est un bon attaquant, mais au niveau Coupe du Monde, quand l'élite doit répondre présent, c'est un peu plus compliqué. Le Cameroun, pour le coup, il y a un Choupo-Moting que j'ai trouvé très bon, mais il y a un coaching qui est incompréhensible. L'entraîneur qui le fait sortir alors qu'il a l'air très bon. Alors oui, tu fais entrer Aboubacar, mais Choupo-Moting, vu la forme qu'il a avec le Bayern, faut le laisser. Enfin, c'est un mec jusqu'au bout. Et d'ailleurs, quand il est sorti, il y a plus un seul tir du Cameroun. Donc, c'est dire aussi la panne offensive. Le Maroc, c'est Nesri qui est sur une dynamique catastrophique avec Séville. La Tunisie, on sait qu'il y a toujours eu des petits manques à ce poste. Et le Ghana, ils ont pris Iñaki Williams qui faisait son 3e match en sélection. Donc, tu vois, à chaque fois, il y a un contexte différent. Mais en fait, c'est surtout dans la débauche d'énergie. C'est des équipes qui sont très généreuses. Et on a pu le voir à chaque fois, on avait un petit peu le même type de match, on va dire 45 minutes tonitruantes. Et puis après, on va dire début de seconde période, heure de jeu, ça s'essouffle parce que forcément t'as tellement tout donné. Il y a aussi les émotions qui entrent en jeu. T'es en phase finale de Coupe du Monde et après t'as aussi la concentration parce que finalement le Suisse-Cameroun, c'est pour moi le même match que le Danemark-Tunisie ou le Maroc-Croatie. C'est juste qu'il y a cette saute de concentration du Cameroun, Shaqiri qui passe à Mbolo et ça rentre. Mais sinon, franchement défensivement, il y en a qui ont tenu le coup. Mais voilà, je pense que c'est un petit manque à ce poste qu'il faudra peut-être réfléchir aux futures années pour arriver au moins avec des joueurs, tu vois, en forme, qui plantent, qui ont de la confiance et surtout qui puissent tenir un coup. Donc c'est mon explication. C'est dommage parce que honnêtement, ça joue à pas grand-chose. Mais au final, dans une Coupe du Monde, voilà, on sait, la moindre erreur, elle se paye cash. Et puis la phase de groupe, elle peut se terminer très très vite. Donc regrettable pour pas mal de ces équipes. Quanto, pourquoi les équipes africaines, selon toi, sont aussi peu prolifiques devant le but? C'est quoi ton analyse à toi? Comment tu l'expliques? Pour certaines équipes, c'est le manque d'un attaquant de classe mondiale ou simplement un manque de réussite. Si on parle du Sénégal, Scipion l'a précisé, il y a eu ce coup dur avec Sadio Mané qui aurait peut-être eu cet impact-là, ce joueur qui est capable lui de faire les différences à ce niveau-là, parce qu'on voit que le fond de jeu de toutes les équipes africaines est de qualité. Si on voit le Cameroun aujourd'hui, il y a eu des opportunités, notamment en passant sur le côté avec la vitesse, notamment sur le côté de Widmer qui a été très souvent débordé. Il y a eu des opportunités pour le Cameroun, mais voilà, il n'y a pas eu cette finition ou cette réussite, même avec l'action de Choupo par exemple qu'il aurait pu mettre au fond. Il y a eu aussi un bon gardien en face. Si on prend le cas de la Tunisie et le cas du Maroc, ce sont 2 équipes qui ont joué crânement leur chance. Et notamment la Tunisie. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi je vais pas dire un manque d'ambition de la part des équipes africaines parce qu'il y a forcément de l'ambition en Coupe du Monde, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois le sentiment d'avoir un espèce de petit complexe avant le match et de ne pas se livrer directement? J'ai sincèrement pas la réponse. Là, je peux apporter que l'élément manque de réelle qualité offensive, manque d'un serial buteur, d'un mec qui va avoir une petite occasion et qui va la mettre au fond. Parce que si tu prends aujourd'hui le cas par exemple de ce Suisse-Cameroun, l'occasion de la Suisse que Mbolo met, bon, c'est une occasion franche parce qu'il se retrouve tout seul à 3,50 m du but. Mais la réalité, c'est que c'est la première véritable occasion suisse qui est mise au fond. Alors que juste avant, tu as un face-à-face de Choupo, tu as une occasion de Toko qui est ratée. Plusieurs fois, tu as eu des tacles salvateurs de la part de la Suisse au dernier moment. Et voilà, il y a ce petit manque de quelque chose. Alors peut-être que c'est simplement dû au fait que il y a pas l'attaquant qui a le positionnement, qui a le placement parfait pour arriver à se défaire complètement du marquage des défenseurs. Voilà, c'est un petit peu un enchaînement de tout ça qui fait qu'aujourd'hui,
malheureusement, les équipes africaines ont un petit peu du mal à marquer dans cette Coupe du Monde, et c'est dommage parce que aujourd'hui, à la mi-temps, si tu me dis que le Cameroun mène au score, je suis pas du tout choqué, et même s'il mène par exemple de 2 buts d'écart, ça m'aurait pas choqué non plus, quoi. Ouais, non, complètement. Alors, on parle beaucoup du Cameroun, c'est logique parce que voilà, la Suisse commence sa Coupe du Monde et commence par une victoire. Donc il y a peut-être il y a des choses à dire, mais je veux dire c'est peut-être un petit peu moins urgent. Il y a une autre chose, Bruce, sur laquelle moi je voulais qu'on m'arrête, c'est l'attitude des Camerounais. Parce que quand les Camerounais se retrouvent menés 1-0, il reste peut-être 25 minutes ou un peu plus dans le match, et tu sens que les Camerounais étaient pas très déterminé, quoi. On a senti une équipe un petit peu apathique même à ce moment-là, qui devait essayer de revenir. Alors ils ont essayé de le faire, mais on n'a pas senti, tu vois, non plus une grande détermination là-dedans. D'ailleurs, je pense que tu l'as bien vu, mais c'est carrément Onana qui venait essayer de faire le jeu pour essayer d'accélérer la relance. Comment ça s'explique, ça? Bah, t'as le sentiment qu'ils ont pris un gros coup derrière la tête, parce que comme vous l'avez dit, eux-mêmes, ils ont le sentiment qu'en première mi-temps, ils peuvent peut-être ouvrir le score. Tu laisses passer ta chance, tu te fais punir, et puis derrière, au final, c'est les Suisses qui prennent le contrôle du jeu, qui sont en confiance et qui poussent pour même tuer ce match, essayer d'inscrire ce deuxième but. Mais c'est vrai que j'ai eu le même ressenti que toi. Ouais, j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu de, tu sais, il n'y avait pas de réaction vraiment possible. Ils étaient un peu fatalistes quand ils ont pris le but. Et j'ai eu le sentiment que c'était fini. Après, tu as une équipe comme la Suisse qui quand même a aussi pas mal l'habitude ces derniers temps, tu vois, de gérer un peu ces moments-là. Donc, c'est comme d'hab, c'est l'expérience aussi qui va te faire la différence. Tu vois, on parle de certaines équipes aussi, on peut faire le parallèle peut-être avec la Ligue des Champions. Tu vois, par exemple, l'OM qui a fait, ou les équipes françaises où souvent on se dit, il manquait un petit truc, tu vois, il y avait la possibilité d'eux, et au final, c'est peut-être l'expérience qui prime quand tu joues des équipes peut-être plus expérimentées, tu vois, tout simplement, parce qu'on sait que le foot, ça se joue sur des détails, et pour le moment, cette Coupe du Monde, elle nous le rappelle assez souvent, tu vois. Ça se joue vraiment à pas grand-chose, mais c'est ces petits détails qui font vraiment toute la diff. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de résilience après le but, et qu'il n'y avait pas ce truc de tout tenter, quitte à en prendre un deuxième, mais au moins une révolte. Et voilà, j'ai l'impression que ça a abdiqué un peu trop tôt aussi. Et d'ailleurs, Rigobert Song, le sélectionneur camerounais, l'a répété beaucoup à la fin du match. On l'a entendu, il l'a dit, ça se joue sur des détails dans une Coupe du Monde. Donc oui, c'est sûr qu'on l'a vu sur les matchs qui sont passés. Quant au Scipion, parlons un petit peu de la Suisse. Question que j'ai envie de vous poser. Quentin, on peut commencer par toi. Est-ce que vous avez trouvé la Suisse meilleure à l'Euro, ou peut-être un petit peu plus frileuse? Comment vous les avez trouvés, les Suisses? Non, en première, ils ont été un petit peu débordés, et j'ai envie de te dire, c'est souvent comme ça, la Suisse. C'est rarement flamboyant dans la manière de jouer, mais souvent il y a le résultat au bout, en fait. Ouais. Et c'est un peu l'analyse que j'avais faite quand j'avais vu le groupe de la Suisse, qui à mon sens est un des groupes les plus homogènes et les plus difficiles de cette Coupe du Monde, de me dire, c'est vrai que sur le papier, la Suisse, et c'est pas un argument de haine parce qu'ils nous ont sorti au dernier Euro, hein, mais c'est vrai que la Suisse, souvent, c'est pas forcément impressionnant, mais ils font quand même très souvent le taf, en fait. Ils sont très souvent dans les phases finales, ils sont très souvent qualifiés, ils font toujours de bons résultats en phase de poule. Et là, encore une fois, ils ont accepté de faire le dos rond, et jusqu'à ce momentum où ils sont arrivés à ouvrir le score. Non, la Suisse, je les ai pas trouvés flamboyants dans l'ensemble. Après, on sait que c'est une formation qui peut monter en puissance petit à petit. Il va falloir arriver à faire quelques réglages, notamment dans cette profondeur, parce que j'ai trouvé qu'ils ont défendu quand même vachement haut, notamment sur la première période, et que du coup, ça peut leur jouer des tours. Ça va dépendre évidemment de joueurs clés. Comme Mbolo à la finition, comme Akanji dans le secteur défensif, un grand gardien Sommer, mais de toute façon lui c'est très rare qu'il passe à côté de ces matchs, et puis surtout voilà le leader qui est impressionnant depuis le début de saison, où on a l'impression de voir un nouvel homme, un nouveau joueur, c'est évidemment Xhaka au milieu de terrain. Donc je pense que cette équipe va beaucoup dépendre de la prestation de ces gros leaders, un à chaque ligne, et pour voir s'ils sont capables ou pas d'arriver encore une fois à hausser le ton. Là, c'était pas une Suisse flamboyante. On les a pas trouvés percutants, on les a pas trouvés rayonnants, et pourtant, c'est une victoire. Ils ont fait le taf. Ils commencent avec 3 points. Il va y avoir 2 matchs maintenant face à la Serbie et face au Brésil qui vont pas être évidents. Mais quoi qu'il arrive, ils savaient qu'avant de jouer la Serbie, avant de jouer le Brésil, il fallait pas faire de faux pas. Le faux pas n'a pas été fait. Ils ont gagné 1-0. Maintenant, il va falloir sortir un autre match avec un autre visage, parce que du côté du Brésil, dans les profondeurs, tu vas te faire punir 100%. Et contre la Serbie, je pense que tu vas aussi te faire punir si tu joues de la même manière. Ouais, pas rayonnant, mais on les sent pas en sous-régime non plus, quoi. Oui, vas-y, Bruce.
Non, j'allais dire, au final aussi, faut pas oublier que c'est un premier match de Coupe du Monde, t'as énormément de pression, et comme l'a dit Kanto, t'es quand même dans une poule qui est pas simple, tu vois. Ouais. Donc, tu sais que t'as pas trop le droit à l'erreur sur ce premier match, et c'est traite, tu vois. Et on le voit au final, il y a très peu d'équipes qui ont déroulé ou qui ont respecté, entre guillemets, leur statut en ce début de Coupe du Monde. Tu vois, il y a l'Angleterre, il y a la France, L'Espagne. il y a l'Espagne. Mais après, je veux dire, pour le reste des équipes, pour la plupart, il y en a qui ont fait le taf un peu de justesse ou qui ont déçu. Tu vois, au final, il y a très peu d'équipes, je trouve, qui respectent un peu son rang. Ou alors, c'est peut-être les soi-disant plus petites équipes qui les bousculent un peu plus, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que sur ce premier match, au final, ils l'ont fait un peu à l'expérience. Oui, ils ont eu des difficultés, mais le plus important, c'est les 3 points pour eux. Et même pour le Portugal, ça n'a pas été si simple. Hein. On l'a vu. Et on va en reparler dans un petit quart d'heure. Scipion, on conclut avec la Suisse. Je te pose exactement la même question qu'à Kanto. Tu les as trouvés meilleurs qu'à l'Euro, là, même si c'est vrai que c'est un match d'ouverture, hein, donc c'est toujours un peu particulier. Non, c'est une Suisse qui n'était pas dans une configuration de match qu'elle apprécie parce que c'est une équipe qui aime bien attirer, mieux contrer, profiter des espaces. Et je pense que pendant 45 minutes, la première période, ils ont été énormément perturbés par l'intensité camerounaise. Ils s'attendaient sans doute pas à ce plan-là, à subir et pas pouvoir ressortir les ballons parce que voilà, les Camerounais étaient vraiment déchaînés, donc c'est la folie. Et dans un sens, je pense que c'est une équipe qui va monter en puissance et surtout elle aime bien, tu vois, les matchs fatidiques, les matchs à élimination directe. Donc il faudra encore compter sur eux. Et je pense que quand on l'a dit, hein, la finale Serbie-Suisse remake de 2018, celui-ci on va l'attendre beaucoup parce que ça va être un match franchement appréciable. Et moi, on a commencé à citer des points forts et c'est vrai que cette Suisse en plus elle peut aller voir un peu plus loin. Vargas, j'ai trouvé qu'il était assez moyen, donc c'est le genre de joueur que tu peux remplacer. Quand j'ai vu Seferovic rentrer, ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs, évidemment. Oui, on est d'accord. Et non, après, quand on a aussi raison d'insister sur un point, Sommer, honnêtement, c'est le genre de gardien, voilà, on n'en parle pas très souvent, mais c'est comme Ochoa, quoi. C'est le Ochoa européen, quoi. Dès qu'il arrive une Coupe du Monde, il est très chaud, et les suiveurs de Bundesliga savent aussi à quel point il apprécie les grands matchs contre le Bayern. Donc, tu peux compter sur lui. Et puis, si Mbolo tient la route, voilà, hein, la théorie elle peut se poursuivre. Hein. Un bon attaquant, un bon avant-centre, et pourquoi pas faire un petit parcours sympa comme à l'Euro. L'expérience, et attention, parce que en vrai, on voit tous le Brésil archi favori, mais il y a déjà un match qui va peut-être pas être si simple que ça ce soir. Attendons de voir, parce que ça va peut-être être un peu plus serré qu'on ne le pense. Et si jamais ça se passe pas ultra bien pour le Brésil ce soir, ça peut vite redistribuer les cartes aussi. On n'est pas à l'abri. Ça pourrait être en tout cas une poule extrêmement ouverte. Hein. Ça, c'est sûr. Rendez-vous dans exactement 38 minutes pour l'ouverture de la Coupe du Monde du Brésil. Merci messieurs, c'était top. On va maintenant parler de ce Uruguay-Corée du Sud. Et oui, on a titré là dans notre conducteur encore un 0-0 dans cette Coupe du Monde, mais des 0-0, il y en a eu, et il y en a eu des peut-être plus beaux que d'autres. Et celui-là, il était quand même très intéressant. Il y a un petit peu de frustration parce qu'on est quasiment tous, je pense, d'accord pour dire que la Corée avait un vrai coup à jouer contre cet Uruguay. Mais comme l'a dit Bruce tout à l'heure, il y a toujours de l'expérience. Et Diego Godin toujours présent. Donc, écoutez, on va en parler. On va voir ce que vous en avez pensé. Kanto, je commence avec toi parce que je sais que les équipes asiatiques, t'as un petit affect pour eux. Est-ce que t'étais déçu à la fin, franchement? Oui, non, en fait, si tu veux, avant la Coupe du Monde, le Japon et la Corée du Sud, je les voyais pas forcément bien. Pour avoir regardé un petit peu les matchs de préparation du Japon, ça m'avait pas plu. Et c'est vrai que la Corée, il y avait des résultats qui étaient assez positifs ces derniers temps, mais j'étais quand même un petit peu douteux par rapport à leur capacité à produire un tel football. La finalité, c'est que face à une équipe d'Uruguay où on était tous d'accord pour dire attention, cette année l'Uruguay ils peuvent faire un truc. Ils ont un bel effectif. Ils ont fait un petit peu déjouer l'Uruguay qui a pas proposé grand chose. Et derrière, les Coréens sont arrivés à faire parler leurs qualités, à savoir des qualités d'intensité, d'explosivité. Ils se sont battus sur tous les ballons. Et puis derrière, techniquement, il y avait aussi du bagage avec un très bel effectif. Donc non, c'est pour ça que je te dis, je suis pas déçu parce que sincèrement, j'en attendais pas forcément grand chose de cette équipe-là. Même si je les apprécie beaucoup, j'étais un petit peu sceptique. Et la finalité, c'est que non, ils ont produit un beau football. Et d'un autre côté, forcément un peu de frustration parce que tu te dis qu'il y avait peut-être mieux à faire et que dans cette poule-là, si tu arrives à tomber l'Uruguay d'entrée, derrière, tu as 2 finales pour la qualification et
et ça aurait pu être un petit peu un scénario comme le Japon avec ces deux équipes asiatiques qui auraient eu 2 matchs tout simplement pour limite n'en remporter qu'un. Donc ouais, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de pour, un petit peu de contre, un petit peu de frustration, comme un peu de soulagement par rapport à cette rencontre et à cette équipe de Corée du Sud. Sur le chat, je vois qu'il y en a qui sont pas trop d'accord avec moi, qui ont pas trop apprécié ce match et ce 0-0. Est-ce que t'es dans la même tendance, Bruce? Toi, tu l'as aimé ce match ou t'as été un petit peu pareil, un peu déçu? Bah honnêtement, c'est un match qui m'intriguait. Après, c'est vrai que c'est pas le plus beau match de la Coupe du Monde pour le moment. C'est pas ce que j'ai dit non plus, hein. Non, mais après, on connaît un peu l'Uruguay, voilà, on sait, tu vois. Donc déjà, on s'attendait peut-être pas à un match de fou furieux, etc. Même si on sait qu'il y a de la qualité, mais voilà, ça fait penser un peu à l'Atlético par moment. On va pas se mentir. Et la Corée, moi, la Corée, sincèrement, je les enterre absolument pas dans cette poule. Parce que ce qu'ils font, c'est cohérent, je trouve. Ouais. Oui, on sait qu'il n'y a pas eu 150 occasions, mais il y a une occasion de Wang qui est tout seul un peu au point de pénalty. C'est la plus belle occasion du match, avec celle de la frappe de Valverde. Hein. Ouais, c'est une équipe qui peut exploiter pas mal, je trouve, qui peut se projeter assez vite et tout. Ils vont pas jouer tout le temps, tu vois, l'Uruguay où on sait que c'est très rugueux ce que tu veux. Donc, il y aura peut-être des matchs avec plus d'espace aussi et tout par moment. Donc, il y a des choses quand même intéressantes, tu vois. Alors après, ils ont concédé aussi des occasions avec l'Uruguay. Il y a un moment, je crois, c'est Oliveira où il décale trop mal Darwin, qui est tout seul à gauche, et il envoie au casse-pipe, il la met trop en profondeur. Bon, il y a Valverde qui nous a fait sa mine du match, comme d'habitude, où il t'envoie un parpaing, où c'est incroyable la vitesse à laquelle ça part. C'est pareil. C'est un power shot. Il y a eu quand même quelques occasions aussi pour lui. Il y a aussi la tête de Godin aussi, qui tape le poteau. Ouais. Donc voilà, on va dire que l'Uruguay, ils auraient peut-être pu s'imposer, parce qu'ils ont peut-être un peu plus d'occasions franches au final. Mais sincèrement, c'est un groupe, c'est impronosticable, je trouve. Il peut absolument tout se passer. J'enterre absolument pas la Corée qui, à mon sens, a vraiment un truc pour peut-être s'en sortir à l'arrache dans cette coupe. Ouais, Scipion, je me sens un peu seul. Je sais pas ce que tu vas nous raconter sur ce match-là, mais je t'avoue, moi je vous le dis très honnêtement, je vous donne mon avis à moi. Moi j'ai bien aimé ce match parce qu'en fait, comme l'a dit Kanto, la Corée du Sud forcément, tu sais, bon, il y a Minson, il y a beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, en Allemagne, un peu partout, et c'est une équipe où tu t'attends pas forcément à ce qu'elle fasse jeu égal avec d'autres équipes sud-américaines ou même européennes. Et honnêtement, moi, en voyant jouer cette Corée, j'ai trouvé qu'elle était carrément au point. J'ai vu des phases. J'ai eu l'impression à des moments de voir une équipe européenne, quoi, une équipe qui jouait super bien tactiquement, techniquement aussi. Je les ai trouvés vraiment au point. Donc en fait, ça m'a permis de rester connecté sur ce match-là, tu vois. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce match. Je sais pas si toi, t'as pensé la même chose, Scipion, ou si t'es comme Bruce et le chat, si t'as été aussi un petit peu déçu. Non, totalement. La qualité technique de cette équipe coréenne, on peut la souligner. Il y a plein de joueurs que j'ai apprécié découvrir, comme le Lee qui joue à Mayence, le numéro 10, et le Wang qui est à l'Olympiakos. Après, le problème, c'est que voilà, il y a eu l'occasion fatidique, et malheureusement, c'est mon ami Wang Guizhou. Là, j'ai eu des flashbacks de dimanche à 15h, où en fait, ce joueur, au Girondins, il n'y avait jamais de juste milieu, quoi. C'est soit il mettait un banger des 25 mètres, soit il ratait l'immanquable, et malheureusement, c'est tombé du mauvais côté de la pièce pour les Coréens, parce que sinon, c'était si celle-là tombe sur Son, c'est pas la même peut-être. Ouais, c'est ça sûr. Le problème, c'est qu'en plus, j'ai l'impression qu'il a le temps de contrôler, donc ça me frustre un petit peu parce que là, il a vraiment essayé de la mettre direct, mais c'est un peu frustrant. Mais oui, pareil, on savait que le Kim Min-jae qui évolue à Naples, c'est un super défenseur, il a répondu présent. Attention parce qu'il a eu un petit coup. Oui, sur le côté, ouais. Exactement, donc faudra surveiller ça. Mais ouais, je pense que pour cette équipe coréenne, de toute façon, ce groupe H, quoi qu'il arrive, moi quand je l'ai vu, je me suis dit c'est le plus ouvert de la compétition. Pas forcément une poule de la mort comme on a pu avoir avant, mais vraiment en termes d'équipe, c'est assez impronosticable. Et c'est vrai que le Portugal-Ghana nous a montré que le Ghana fallait pas non plus les enterrer et que les Coréens et les Uruguayens peuvent évidemment poser des problèmes aux Portugais. Donc ça va être bien sympathique. Après, sur la qualité en elle-même du match, il y a eu quand même une petite baisse de régime, je pense, à partir de l'heure de jeu. Oui, c'est retombé, ouais. Il y a eu le missile de notre ami Valverde, mais sinon c'est vrai que le plan uruguayen était assez pauvre. Voilà, Darwin ailier gauche, Luis Suarez, il a plus 20 ans. Voilà, là pour le coup, on a senti le petit déclin quand même, et ça m'étonnerait pas que Cavani démarre le prochain match parce qu'il m'avait l'air quand même bien en jambes. Et lui, il évolue encore d'Europe, il a du rythme avec Valence. Donc voilà, Luisito, on rend hommage à la carrière, mais sur ce match, il m'a fait un peu de peine, ouais. Ouais, tout à fait. Et on rappellera jamais assez que
la Corée avait quand même sorti l'Allemagne de la dernière Coupe du Monde, donc il y a peut-être une forme de progression. Ils ont du mal contre les équipes asiatiques, les Allemands. Ah, ils aiment pas. Là, clairement, on le voit 2 fois de suite, ils aiment pas du tout. Peut-être un petit mot, les amis, sur l'homme du match, Kim. On donne ça à Kim, Kanto. Ouais. Oui, c'est dur de dégager. Enfin, je sais pas, je réfléchis. Mais... C'est dur de dégager un Kim. Non, moi, sincèrement, ce serait plutôt Kim Jin-soo, le défenseur latéral de Jeongbuk que j'aime beaucoup déjà dans le championnat coréen et qui a fait un bon match. Donc voilà, je veux le mettre en avant. Ok. Kim. Évidemment, c'était une petite vanne pour le nombre de Kim qu'il y avait sur le match. Mais c'est vrai qu'à caster, ça doit être très compliqué. Ouais. Mais Kanto, je pense que tu peux, à mon avis, parce que tu es très bon là-dessus, tu peux nous faire une petite recherche sur les Kim, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Kim en Corée, beaucoup de parcs. Enfin, tu peux peut-être nous faire un petit topo là-dessus, parce que c'est drôle de voir 5 joueurs quand même dans le secteur défensif qui portent le même nom de famille. Moi, ça m'a un petit peu titillé. Si jamais. Tu veux savoir pourquoi il s'appelle Kim ? Non, mais juste voilà. Mais ils ont dit pendant le match ils ont dit pendant le match qu'il y avait 4 ou 5 noms et ça représentait plus de 50% des noms. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une petite recherche à faire et si t'es chaud, bah écoute, on en reparle. Après, il n'y a pas un truc comme par exemple en Islande où tu vois, si le mec s'appelle Gunnar et que c'est un fils, il va s'appeler Gunnarsson, tu vois. Ouais. Parce que c'est le fils de Gunnar machin et chez les femmes, c'est un autre nom. Elle s'appellerait Gunnar quelque chose. Je sais plus exactement la fin de phrase, mais c'est vrai que pour les Islandais, ça se fait beaucoup. Pour les Coréens, c'est simplement qu'il y a quelques noms qui sont prédominants, comme nous en France avec Martinez, Garcia, Dupont. Ben voilà, il y en a beaucoup là-bas qui s'appellent Kim et ça ressort ici. Du coup, c'est pour ça que souvent sur les affichages, on les appelle même pas Kim en vrai, on les appelle genre par exemple Jae quelque chose ou Wijo pour arriver plutôt à faire la distinction et c'est plus pratique pour pouvoir commenter les matchs et les suivre notamment. Oui, d'ailleurs, le commentateur appelait Son Heung-min. Il disait pas comme tout le monde, il disait pas Heung-min Son. C'était assez particulier. Martinez Garcia, oui, les amis, je sais que c'est des consonances espagnoles, mais même en France, ça fait partie des noms les plus populaires. Ok, et bah écoutez, on avance, on en reparlera de la Corée du Sud, je pense. Je pense qu'ils ont clairement pas dit leur dernier mot dans cette Coupe du Monde. Moi, perso, moi aussi, j'aime beaucoup. Il y a un petit truc à faire, il se passe des choses quand même. Ouais, non, c'est très propre ce qu'ils font. Allez, maintenant on parle du Portugal, on est dans le même groupe. Un match qui vient à peine de se terminer avec une fin de match assez folle. Le Portugal donc qui s'impose 3-2 et qui passe à ça de sortir de ce match avec un match nul finalement. Victoire donc, les Portugais qui entrent dans leur compétition. Comment vous les avez trouvés les Portugais, Scipion? On va commencer avec toi parce que c'est vrai que c'est l'équipe qui est toujours attendue. C'est l'équipe qui a très souvent un vivier, même un groupe pétri de talent et... Parfois, on l'avait vu notamment à l'Euro 2016, les débuts de compétition du Portugal sont peut-être un petit peu décevants, en tout cas en deçà de ce qu'on peut attendre d'une équipe comme ça. Qu'est-ce que tu as pensé là, de cette entrée des Portugais? Je rappelle que tu n'es pas portugais, bien sûr. Ouais, même si j'ai un maillot du Benfica, j'ai tout l'attirail. Mais non, franchement, jusqu'au penalty, la folie un peu de cette fin de match, j'étais vraiment déçu de cette équipe. J'ai pas compris. C'est le score final là qui est écrit? Non, c'est pas ça, c'est pas 1-1. Non, c'est le score à la 63e, ça Bruce. Ça commence bien. Non, honnêtement, le plan de Santos en mettant autant de joueurs qui manient bien les ballons, après oui, parce que João Félix marque, Bruno Fernandes fait une très bonne dernière demi-heure, Bernardo Silva est là, mais il faut un joueur dans cette équipe qui attaque la profondeur et le seul qui sait le faire, il était sur le banc, c'est Rafael Leao et ça manque d'ailiers, ça manque de joueurs qui sont capables de prendre des espaces parce que c'est bien d'avoir autant de tricoteurs de ballon, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui puisse accélérer et Leao il a toutes ses qualités et je pense que sur les prochains matchs et même il y a un autre joueur qui n'a pas été pris dans la liste parce qu'il a une brouille avec le sélectionneur, c'est Rafa Silva et c'est dommage parce que je pense que ça manque un petit peu de ce type de profil. Portugal assez ennuyeux et
Fernando Santos, finalement, on sait à quel point c'est un coach qui est critiqué et on comprend pourquoi, encore une fois, en voyant cette première demi-heure. Après, voilà, le match s'emballe, il a tellement de talent sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça parle, mais il y a quand même plusieurs choses à relever. La fébrilité défensive, parce que le Portugal, on se dit, c'est leur point fort. Hein. Finalement, Diogo Costa, qui était dans une forme rayonnante avec Porto, c'est un premier match en Coupe du Monde, donc peut-être un petit peu de pression, notamment à la fin, avec Iñaki Williams qui a fait réussir le braquage du siècle en revenant dans son dos, et Danilo Pereira qui était plutôt bon avec le PSG, qui était vraiment très correct. Pour le coup, j'ai peut-être l'impression qu'il a grillé sa chance, parce que j'imagine bien Pepe revenir au fil de la compétition, et même Cancelo que j'ai pas trouvé exceptionnel. Donc il y a plein de, à la fois le coach et le collectif, à la fois plein de dualité. C'est bien parce qu'il y a les 3 points, évidemment, ça te permet de bien démarrer cette compétition. On a vu plein de favoris se prendre les pieds dans le tapis, mais on voit aussi la marge de progression qui est énorme de cette équipe, et je pense que Santos a beaucoup de choses à rectifier. Et voilà, je pense qu'il y a des joueurs qui vont démarrer le prochain match. Je pense que Pepe, comment il s'appelle, Diogo Dalot à droite, et Leao pourraient faire leur entrée en jeu, notamment. Il faudra avoir aussi Nuno par la suite. Oui, Nuno qui revient physiquement, ouais, exactement. C'est ça. Nuno, il me semble qu'il avait une petite gêne lui aussi. Hein. C'est exactement pour ça. Commencé ce match, hein. Ouais, tout à fait. Bruce, je sais que tu vas rejoindre Scipion sur le cas Leao, hein, qui est quand même un des meilleurs joueurs, moi je le dis, hein, qui est un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, hein, très simplement, et qui ne démarre donc pas ce match titulaire, qui rentre, qui montre toute l'étendue de son talent. Mais autre chose, bien sûr, enfin, ce sur quoi Scipion a appuyé aussi, c'est clairement ces débuts de match du Portugal. On sent que cette équipe, à chaque fois, elle a le talent, elle a le vivier et tout, mais ça patine, ça ronronne un petit peu, le jeu est peut-être même parfois un petit peu froid, c'est même parfois un peu stérile. Pourquoi est-ce que le Portugal n'arrive pas à se lâcher et n'arrive pas à être aussi dominatrice que d'autres équipes comme l'Angleterre, comme l'Espagne, qui elles aussi ont des joueurs avec beaucoup de talent. Comment t'expliques ça, toi? Après, c'est que le premier match, donc on va voir sur les prochains matchs avec les ajustements qui vont peut-être être faits, mais c'est vrai que on l'a souvent dit, il y a une équipe sur le papier qui est incroyable, l'une des plus belles sur le papier de cette Coupe du Monde, et c'est vrai qu'on est souvent déçu par le jeu proposé par le Portugal. Ouais. Et on faisait même des fois ce parallèle avec l'équipe de France, où parfois on pouvait être déçu dans le jeu quand tu voyais la qualité de l'effectif. Donc j'ai envie de te dire, pour moi, à mon sens, c'est pas une grande surprise qu'il y ait déjà quelques difficultés, parce que souvent je suis déçu quand je vois le Portugal jouer, et surtout quand, encore une fois, tu vois les joueurs à la disposition du sélectionneur. Après, moi, je suis d'accord avec Scipion. Quand tu vois les joueurs qui sont plus hauts, tu vois Cristiano, qui a plus sa vitesse non plus d'avant, mais tu peux le laisser en pointe, bien évidemment. Tu vois Félix, qui est un joueur que j'aime bien, qui a de la qualité. Et tu vois Bruno, etc. Mais en soi, il te manque aussi peut-être de la vitesse sur les côtés. C'est pour ça que pour moi, Leao est essentiel. Quand tu vois la forme du moment, c'est un joueur qui peut te faire des différences énormes. Et là, on le voit par exemple sur un match comme ça, où le Ghana a joué quand même une bonne partie du match, où c'était derrière, en bloc, etc. On sait que Leao, c'est un joueur qui peut te créer cette étincelle et te faire cette différence dans la surface, ou alors en compte, ou ce que tu veux, et dévorer les espaces, et du coup, te faciliter les choses. Donc, moi, ça, je comprends pas trop, parce que, voilà, pour moi, comme il l'a dit avant Scipion, il te faut un peu plus de vitesse sur les côtés, et voilà, parce que là, forcément, tu as un jeu de possession, tu as des joueurs très techniques, ça, on le sait déjà, mais il te manque un peu de vitesse. Ouais, voilà, pour créer des brèches et faire la différence et éliminer un ou deux joueurs d'un coup. Donc on va voir après que les ajustements. Et c'est vrai que Danilo, que j'aime beaucoup au PSG, que je trouve très serein et tout, là, il a fait quand même des boulettes. Et c'est vrai que ça transpirait pas la sérénité sur ce match. Donc il m'a un peu inquiété. Et c'est vrai que c'était assez fébrile le Portugal. Même derrière, où tu le vois, ils ont paniqué par moments. Ils auraient même pu concéder un match nul à la fin. Donc, ouais, on va dire une entrée en matière assez timide. On sait qu'il y a de la qualité, mais on voit qu'en tout cas, ils ne sont pas encore peut-être complètement prêts et ils n'ont pas encore ce 11 qui peut leur permettre d'aller au bout. Mais ça, il leur reste encore quelques matchs pour faire les petits réglages nécessaires pour monter en puissance et tout. Parce que, bon, mine de rien, ils prennent quand même les 3 points, même si tout n'a pas été simple. Quanto, on a vu aussi que certains ont réclamé Vitinha, hein, dans cette équipe du Portugal. Y a des joueurs, hein, de toute façon, on le sait, le Portugal a un vrai problème de riches, de multimilliardaires même. Ils ont 1 milliard de super bons joueurs. Et c'est vrai que c'est très dur de composer une équipe. Est-ce que, Quanto, pour toi, la compo te paraît cohérente, ou est-ce que, comme Bruce et Scipion, t'es d'accord pour dire qu'il y a des choses qui ont pas été bien faites par Santos?
Non, mais quoi qu'il arrive, peu importe les joueurs alignés, ça reste quand même cohérent parce qu'il y a que des bons joueurs dans cette équipe du Portugal. Après, c'est vrai que moi, il y a quand même pas mal de changements que j'effectueerai, notamment Nuno Mendes sur le côté gauche quand il ira mieux physiquement. Ouais. La titularisation de Leao, c'est vrai que Vitinha, c'est aussi un cas sur lequel on peut se poser des questions. Et moi, surtout, il y a un joueur que j'adore du côté du Portugal et que je mettrai dans cette équipe justement pour un petit peu colmater le manque de défense de Leao. Ce serait tout simplement Palhinha. Palhinha, qui est un joueur qui, à mon sens, est fantastique. J'ai toujours du mal à comprendre ou à le voir remplaçant dans une équipe comme ça. Le temps de jeu qu'il a ce soir, il est minime. Ouais. Du coup, voilà, c'est les petits changements, moi, que j'effectuerai du côté de Santos. Après, bon, on sait qu'il a ses têtes. C'est un entraîneur, de toute façon, que j'aime pas du tout. Donc, quoi qu'il arrive, ça m'étonne pas qu'il fasse des choix bizarres dans ce choix de riche. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueurs. Mais après, moi, je suis assez d'accord avec Bruce. Je pense que si tu fais rentrer, rien qu'un Leao, si tu retrouves un Nuno Mendes, je pense déjà que le visage de cette équipe change complètement parce que ce que j'ai senti, c'est c'est un côté très statique en tout cas sur les actions, notamment sur la première période. Ça s'est débridé après parce que voilà, le match fait que. Mais je pense que oui, dès que tu vas faire rentrer rien que ces deux joueurs-là, tu verras une autre équipe. On peut parler de ce milieu, de ce double pivot Otavio Ruben Neves. Est-ce qu'il te convainc, toi, Scipion? Est-ce que tu verrais autre chose ou est-ce que pour toi, il faut continuer avec ça? Il s'est blessé, Otavio, je crois. Enfin, on va voir. Oui, mais il avait une gêne, non? Ouais, il me semble. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Scipion? Je pense qu'Otavio, on le verra dans la compétition, mais dans un autre rôle, parce que quand il a démarré avec l'équipe du Portugal, de mémoire, c'est lors des fameux barrages contre la Turquie, et notamment, il avait joué sur le côté, il avait vraiment très bien bloqué, et je pense que ça m'étonnerait pas qu'on voit un William Carvalho ou un Palhinha à côté de Ruben Neves, ou même, connaissant Santos, il est capable de faire un double pivot, Palhinha ou William Carvalho, pour vraiment bétonner. Bah oui. Et c'est un peu plus de créativité devant. Donc je pense que c'est un milieu de terrain. Après, honnêtement, sur le choix des joueurs, c'est vrai que quand tu mets Neves Otavio de base, avec Bernardo et tout, le milieu est créatif pour aller chercher le Ghana haut. C'est bien. C'est plus évidemment, comme on l'a dit, sur le profil de Leao qui manque, que ça m'interpelle. Mais oui, comme dit Flip, pas le double pivot sentinelle, mais on commence à le connaître, Fernando Santos. Ça fait la 4e compétition depuis l'Euro 2016 et on a vu comment est-ce qu'il aborde ses matchs et du coup ça m'étonnerait pas vraiment qu'il choisisse l'option de bétonner ce milieu de terrain, de renforcer ça, surtout qu'on a vu un Portugal assez fébrile dans certaines situations et du coup avec Carvalho et Palhinha t'aurais cette assurance. Alors peut-être que le Portugal serait encore moins beau, mais bon, si d'un autre côté t'as un Leao, t'as une flèche, voilà, tu peux avoir une configuration un peu plus équipe de France. Le pareil Leao Mbappé me paraît le bon. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas que le Portugal aborde ces matchs-là. Et je suis curieux de voir, par exemple, contre l'Uruguay, pour le coup, le Ghana, oui, défensivement, a posé le bus en première période. Après, le match s'est un peu emballé. Mais contre une équipe qui a vraiment l'habitude, et on sait à quel point ça les avait dérangés lors de la Coupe du Monde 2018, je suis très curieux de voir le Portugal et l'Uruguay, comment est-ce qu'ils vont réussir à trouver des solutions pour débloquer ça, quoi. Parce que ça va être un adversaire redoutable. Jolie passe des Scipion. Je relais un message du chat de la part de Polyox qui nous demande est-ce que vous pensez que le Portugal pourra bien jouer contre des équipes ordonnées contre la Corée ou l'Uruguay? Kanto, est-ce que pour toi, avec cette config-là, le Portugal va bien s'en sortir dans ces matchs-là? Alors contre la Corée, ça va être un match qui va pas être si ordonné que ça, qui va peut-être un petit peu partir dans tous les sens. Un peu plus débridé, ouais. Ouais, un peu plus débridé et sans mauvais jeu de mots évidemment. non, bien sûr. Mais non, face à l'Uruguay, par contre, je vois un bon gros match de merde pour être honnête avec vous. Un match où il va y avoir peut-être que des possessions stériles. Je regarde le regard de Bruce sur le chat qui se régale et qui se frotte les mains à l'heure actuelle. Mais non, c'est vrai que ce match face à l'Uruguay, je m'attends à avoir vraiment une possession. C'est dur de rentrer dans une analyse après ça. Mais oui, ça va être très stérile et je crains qu'on tombe sur un match très défensif. Un bon gros 0-0, ça m'étonnerait pas, quoi. Je connais Bruce Parker, il a fait un regard, Bruce, il a dit mais de quoi il me parle celui-là? De toute façon, à mon avis, t'as rangé dans une case, toi, c'est fini. Toi, tu ne rentreras plus jamais dans ton jeu. Bruce, même question pour toi, c'est exactement la même. Est-ce que le Portugal va gérer contre des équipes comme la Corée et l'Uruguay? Alors ça, je vais pas te mentir, pour moi, c'est illisible. Ouais, c'est illisible, mais on va très vite le savoir. Après, moi, ce que j'ai vu, c'est que le Portugal,
était ni incroyable offensivement sur ce match et ni incroyable défensivement, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire que ça peut être, je vois bien, moi, un match où ça va être kiff-kiff et ça va jouer sur des détails. Voilà. Je pense pas qu'il y aura 1000 occasions contre l'Uruguay, personnellement. Ça sent le match où il y aura pas énormément d'occasions, mais ça va jouer peut-être sur un fait de match, un péno ou quelque chose, un peu de réussite, ou alors un exploit individuel d'un joueur, quelque chose comme ça. Mais honnêtement, ça sent le match très bourbier. Hein. Ça va être ultra compliqué, je pense, pour les deux équipes. Et puis voilà. Mais pour moi, sauf s'il y a des modifications au niveau du Portugal. Pour moi, c'est du 50-50. Ouais, très bien, merci beaucoup. Les amis, le temps presse et le Brésil joue dans un petit peu plus d'un quart d'heure. Ça va pas tarder. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez venir parler du Portugal, par exemple. Si vous êtes portugais et que vous êtes sur le chat présentement, n'hésitez pas à nous faire un petit message sur la page Twitter hors-jeu Twitch en DM. Et si vous voulez venir débriefer avec nous et nous donner votre avis sur le Portugal, sachez que vous pouvez le faire. C'est absolument très facile. On enchaîne. On va faire une petite preview justement de ce Brésil-Serbie. Jingle. S'il y a un jingle. Merci à toi, mon ami Tim. Alors, très rapide les gars, hein, pas besoin de développer outre mesure, on en reparlera je pense demain. Le Brésil, comment est-ce que vous les sentez contre la Serbie, sachant que la Serbie, c'est l'équipe, on le sait, on en a parlé même avant le début de la Coupe du Monde, qui peut être un petit peu l'équipe surprise, l'équipe qui peut venir poser beaucoup de problèmes aux autres de son groupe. Qu'est-ce que vous en pensez, Scipion? Tu as la main. Bah écoute, quand je regarde la compo, forcément, j'ai envie de voir le point faible du Brésil, comment il va répondre ce soir avec Danilo et Alexandro, qui, bon, sortent une bonne période avec la Juve, mais quand on regarde tout cet effectif incroyable, on sait à quel point c'est peut-être là que ça peut jouer. Si ça se passe mal pour Danilo, Dani Alves, le vétéran, ça m'étonnerait. Par contre, voir Militao glisser à droite, ça m'étonnerait pas. Par contre, côté serbe, je suis un peu frustré de voir que tous les joueurs sont dans un état physique incertain. Je pense à Kostic et Vlahovic qui sont sur le banc, et Mitrovic qui démarre, on sait qu'il a été préservé et tout. J'aurais vraiment voulu, tu vois, avoir un Brésil-Serbie avec tout le monde à 100%, parce que ça peut être vraiment une des super affiches de ce premier tour. Après voilà, on a vu beaucoup de surprises. C'est forcément difficile, mais je sens quand même bien le Brésil. Je pense que c'est une équipe qui est consciente de ses forces et aussi de ses faiblesses. Forcément, je suis très curieux de voir aussi l'animation du milieu de terrain, Casemiro, Paqueta. Comment est-ce que Paqueta va redescendre? Qui va faire les efforts? Est-ce que Rafinha et Vinicius sont prêts et tout? Parce que le 3-5-2 serbe, c'est quand même une formule qui marche bien. C'est une équipe qui a été très dominante lors de ces matchs de Ligue des Nations. Donc belle adversité. Ça va être agréable à voir comme match, et forcément le trio devant, Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Mitrovic. Voilà, si ça se trouve bien, ça peut être une vraie arme. Mais tu as dit, hein, on sent qu'avec cette équipe serbe, avec ce secteur offensif, il y a une petite hype, il y a un petit parfum de curiosité. Ouais. Il faudra aussi que défensivement ils répondent présent, mais il y a quelques bons joueurs. Il y a notamment le Pavlovic qu'on a vu du côté de Monaco, qui était pas forcément ouf, mais que le Red Bull Salzbourg a récupéré, et c'est devenu un top défenseur là-bas. Donc écoute, pourquoi pas créer la sensation. Je partirai quand même sur une petite victoire du Brésil. Ouais, on adore ces matchs interfédération et surtout ces matchs avec des styles complètement opposés, et c'est peut-être ce à quoi on va assister ce soir. Bruce, pareil, le Brésil, je sais que tu as une petite réserve avec le Brésil. Est-ce que tu penses que le Brésil peut se faire surprendre d'entrée là? Bon, honnêtement, quand je vois la compo, je suis extrêmement sceptique, parce que déjà défense, je la trouve effrayante. Danilo, Sandro, pour moi, sur les côtés, c'est pas ouf. Après, peut-être faute de choix, mais on pensait à Militao à droite. Marquis qui est pas dans la forme de sa vie, et Thiago Silva qui a plus 20 ans. Et devant, t'as Casemiro, ok, mais t'as Paqueta. Je trouve la compo ultra offensive. Ouais. Après, c'est le Brésil, hein, on a l'habitude. Mais en plus, avec une défense qui est pas ouf, tu vois. Donc, du coup, je sais pas s'ils mettent Paqueta en plus devant la défense, tu vois. Honnêtement, moi, je suis très sceptique sur cette compo. Alors, ça peut peut-être passer contre la Serbie, même si pour moi, c'est déjà un test, même s'il n'y a pas Kostic et Vlahovic. Enfin, ils commencent sur le banc, c'est dommage. Mais sincèrement, je me fais un peu de soucis, hein. Moi, l'équipe du Brésil, pour moi, avec ce 11-là, tu vas pas au bout de la Coupe du Monde, hein. À mon sens, tu vas pas au bout, hein. C'est trop déséquilibré. Là, défensivement, pour moi, c'est pas possible. Mais je peux me tromper, hein. Non, mais après c'est un avis, hein. Quanto, est-ce que on n'a pas fait cette compo légèrement, ou voire même assez offensive pour justement contrer un petit peu le système serbe, qui va forcément être un système avec une organisation limite militaire? Est-ce que c'est pas le choix qui a été fait par Tite?
Bah, on sait qu'après, quoi qu'il arrive, le Brésil, hein, c'est le pays du football, c'est le football offensif, quoi qu'il arrive. C'est quand même assez rare de voir un Brésil bétonné en Coupe du Monde. Donc, je suis pas forcément étonné, surtout qu'ils ont conscience qu'ils ont un groupe difficile et que, quoi qu'il arrive, il va falloir inscrire beaucoup de buts pour pouvoir en sortir dans des matchs qui vont être assez galères dans l'ensemble. Ils sont considérés comme parmi les favoris de la Coupe du Monde, donc ils doivent aussi assumer leur statut et pratiquer un football offensif. Je suis quand même globalement d'accord avec ce qu'a dit Bruce par rapport à la composition. Attention quand même à ce Brésil. Bon, on le verra tout à l'heure dans le prono gauge. J'ai quand même mis le Brésil, moi, dans mes pronos par sécurité, mais la réalité, c'est que je vois pas le Brésil gagner ce soir. Je vois le Brésil faire un match nul face à la Serbie. Donc voilà, c'est que j'y crois beaucoup à cette équipe serbe. Donc c'est vraiment un match que j'ai hâte de regarder et je pense vraiment que le Brésil va le bousculer. Ok, très très bien. Eh bien écoutez, messieurs, j'en profite pour vous le dire, hein, ce match sera commenté sur la chaîne de notre partenaire, hein, sur la Winamax TV, avec Stéphane Guy et Sébastien Toen. Ce sera en direct sur YouTube et Twitch, très simplement. Donc si jamais vous voulez regarder ça sur Internet, par exemple, et que vous n'avez pas accès aux chaînes qui le diffusent, ça m'étonnerait quand même. Et ben voilà, vous avez cette option-là, et ça se passe sur la Winamax TV. Messieurs, merci pour vos petits avis. On débriefera ce Brésil-Serbie à coup sûr. Il faudra absolument en parler parce que oui, très certainement, c'est un des matchs qui fait partie de ceux qui sont le plus attendus sur ce début de Coupe du Monde. Allez, on avance avec le Pronogate. C'est parti. Alors, est-ce que Scipion est toujours premier ? Est-ce que Scipion domine toujours le classement du Pronogate ? Il est nouveau, il rejoint la team et déjà il pose des classiques comme ça, premier du classement. Découvrons ce classement et oui, il domine toujours avec 6 points. Et Bruce qui est pas loin derrière avec 5 points. Bah, on est tous collés, c'est toi qui es un peu loin derrière surtout. Mais je suis en train de te mettre en avant, je suis en train de te brosser. Pourquoi tu mais me tires dessus ? C'est pas possible, sérieux. Mais c'est vrai que je suis deuxième, c'est vrai, c'est bien à souligner. Le chat aussi qui est, attention. Le chat, là, les gars, attention, parce que Braque, il est pas très loin derrière vous. On le voit au classement. Méfiez-vous, regardez dans le rétro, là. On était en train de discuter avec Poinou avant l'émission et c'est vrai que le bilan, c'est que le my match cote à 5, ça fait quand même beaucoup, en sachant que sur un match, trouver une cote à 5, surtout quand on a des matchs où, par exemple, la cote, c'est un favori qui a 1,40. Si tu trouves un favori plus un buteur, par exemple, ça va faire une cote à 2,80. Donc, faut limite trouver un favori plus 2 buteurs. Et tu as des scénarios comme hier, par exemple, Belgique-Canada, avec un score de 1-0 pour la Belgique qui était favori en pré-match. C'est impossible de trouver une cote à 5, sauf si vraiment tu mets but entre la 10e et la 20e minute ou les trucs comme ça. Mais je pense que voilà, la cote du my match à 5, c'est un petit peu élevé. Il va falloir la baisser et qu'on voit tous ensemble peut-être abaisser aux alentours de 3,50, quelque chose comme ça, pour avoir quand même beaucoup de difficultés. Mais 5 sur un seul match, c'est beaucoup trop élevé. Ouais, c'est pas évident. Alors évidemment, Kanto, c'est une petite passe D aussi que tu me fais. Toi, merci les gars. On en a discuté et en effet, on va changer un petit peu les règles du my match parce qu'en effet, passer une cote à 5 sur un seul match, sachant que pour créer un my match, il faut prendre plusieurs sélections d'un même match, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Ce qu'on s'est dit, c'est que désormais, le my match passe à 3. Donc, c'est une cote au minimum à 3. Et si jamais quelqu'un veut tenter une cote à plus de 5, eh bien, il a un point bonus. Donc, Bruce, on a dit que pour une cote à 3, si tu passes ton my match, entre 3 et 5, ouais. Voilà, entre 3 et 5, c'est 2 points. Et si tu passes un my match... Un point, là, il nous dit, Juano, un point et 2 points si c'est une cote à plus 5. Oh, je pense qu'il faudrait peut-être laisser à 2 points à 3 pour que le my match soit plus important que les pronos. Et au-delà de 5, 3 points. Je pense que c'est bien. Je préfère un peu ça. Scipion, t'es d'accord ? Si on est tous d'accord. Ça me va très bien. Les règles sont là. On tentera de garder la tête malgré ce changement imprévu. Le prono normal, donc 1 point. Le my match entre 3 et 5, c'est 2 points. Et au-delà de 5, c'est 3 points. Eh ben voilà, c'est parfaitement résumé. Tout le monde est d'accord. On fera passer le message à Zal, hein, puisqu'on vous rappelle que Zach ne participe pas au My Match. Donc, messieurs, quels sont les pronos du jour ? Quels sont les matchs qu'on va pronostiquer ? C'est très simple. Brésil-Serbie, bien sûr. Pays de Galles, Iran et Qatar-Sénégal. C'est Scipion qui va commencer à donner ses pronos. Je te laisse y aller. Alors du coup, moi je pense que de mémoire, j'ai mis le Brésil vainqueur, malgré la petite hype serbe. Je vois quand même cette équipe comme un favori et surtout avec toutes les surprises qu'il y a eu, Tite bien les alerter là-dessus. Donc et en plus les absents dont on a parlé, ça m'embête un petit peu côté serbe. Donc et si jamais
il y a le plan qui marche pas en cours de match. Si on voit un Brésil trop offensif, il y a quand même toujours la possibilité de faire rentrer un Guimarães ou un Fabinho. Donc je vois le Brésil gagner. Pays de Galles, Iran, j'ai mis match nul. Même si l'Iran a pris une tôle sur le premier match, j'ai quand même vu des qualités offensives dans cette équipe et ils tomberont pas toujours contre une équipe. Ah, j'ai pas mis match nul sur ce match. Bon, apparemment. Ah, bon. Va falloir réviser, Scipion. C'est peut-être une erreur, hein. Ça arrive rarement dans l'émission. Enfants. Vérifie quand même au cas où. Je dirais même que j'ai plus tendance à penser que c'est une erreur de la régie que de toi, Scipion, hein, pour être honnête. Ça m'étonne, mais normalement, ouais, j'ai mis un partout. Voilà. Bon. Bah écoute, je suis le seul qui a joué un truc différent de tout le monde, donc voilà, peut-être que je vais perdre ma première place, mais c'est la seule particularité. J'ai pas trouvé le Pays de Galles incroyable sur le premier match. Ça dépend beaucoup de Bale quand même, et je sais pas pourquoi, mais je pense que l'Iran, voilà, le changement direct, c'est magnifique. Parfait. Bravo les gars. Et du coup, je vois bien l'Iran se refaire. En plus, tu vois, ils ont perdu leur gardien. Les mecs, après un tampon, 15 minutes d'arrêt de jeu et tout, c'était parti pour eux. Donc, l'Iran, en Coupe du Monde, faut pas les enterrer. Donc, je pense que ça peut le faire. Et puis, Sénégal, comme tout le monde, même s'il y a un manque d'attaquants, on en a parlé suffisamment, mais le Qatar trop faible. Et je vois bien le Sénégal quand même aller s'offrir une finale lors du dernier match contre l'Équateur. Ah, que Dieu t'entende. On l'a vu sur les réseaux. Enfin, je pense que c'est vrai, mais apparemment le gardien iranien va bien. Donc voilà, c'est peut-être pas la même chose pour le latéral saoudien qui a pris un énorme tampon. Il a été opéré et tout. Il va mieux. Il va mieux, mais oui, ça a été. Un truc, mais ça a été chaud. Là, c'est convalescence max, mais on lui souhaite bien sûr de se remettre très très bien. Bruce et Quentin, vous confirmez, c'est bien vos pronos, pas d'erreur pour vous? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris ce soir, j'aurais presque hésité avec le nul, le Brésil, la Serbie. Ouais, pareil, mais voilà, j'ai pris Brésil. Après, Vlahovic, Kostic sur le banc, bon, ça compense, on va dire. Ok, très bien les gars. Et on va se regarder nos My Match. Du coup, maintenant, le My Match, on vient de vous l'expliquer il y a quelques secondes. C'est très simple. Donc, on sélectionne plusieurs critères sur un même match, ce qui nous donne une cote globale et que vous pouvez retrouver sur le site winamax.fr. Zal a tenté une grosse cote et c'est Bruce aujourd'hui qui a la plus grosse cote avec 7,75. Tu as tenté. Alors, attends. Alors, on n'a pas les bons matchs là. Zal. Ouais, Comment ça c'est sur celui-là qu'on a eu le My Match. Pardon. Le seul problème, il y en a deux. Alors déjà, on est tous d'accord que ça, c'est le dernier My Match qui compte seulement 2 points, même si c'est au-delà de 5. Oui, là, c'est l'ancienne règle. C'est l'ancienne règle. Voilà, l'ancienne règle. Donc ça sera 2 points. Pour Zal, en revanche, score exact 7,50. Ça va être compliqué. Va falloir mettre le vrai score exact qu'il a mis, la mise à loup, pour qu'on puisse savoir ce qu'il a. Là, on ne sait pas quoi. Il aura gagné quoi qu'il arrive là, à ce rythme-là. Bruce, toi, tu vois Memphis Depay buteur, toi. Allez, ouais, j'ai mis Memphis. Je vois que Scipion aussi d'ailleurs. Et je vois, parce que voilà, peut-être les Pays-Bas un peu moins spectaculaires que par le passé, comme on l'a vu lors du premier match, mais peut-être capable de ne pas prendre de but et donc de s'imposer 1 ou 2-0. Ok, très bien. Quanto, toi, tu vois 0 but à la mi-temps et finalement le Pays-Bas qui s'impose. Les Pays-Bas qui s'imposent. Ouais, c'est ça. En gros, Pays-Bas marque en seconde. J'ai hésité avec le My Match de Scipion. C'est marrant parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on a le même. Mais de base, j'avais fait celui de Scipion, Depay. Les deux équipes marquent et vainqueur Pays-Bas. Je vois plutôt un 2-1 pour les Pays-Bas. Donc c'est pour ça que je suis d'accord aussi finalement avec Zal. Et puis finalement, je suis parti sur ce scénario-là. 0-0 à la mi-temps et victoire des Pays-Bas en deuxième. Donc Scipion, toi aussi, buteur Memphis Depay. Les deux équipes qui marquent et le Pays-Bas qui s'impose à la fin. C'est ça, exactement. Depay qui entre en jeu, qui va retrouver de bonnes sensations physiquement, et on sait à quel point il est important pour Van Gaal. En plus, je crois que c'est lui qui tire les pénaltys, donc une chance de plus pour qu'il fasse trembler les filets. Ok, très bien. Et sur le chat, vous avez choisi donc Scipion pour le My Match du jour. On vous rappelle la règle, si vous choisissez Scipion aujourd'hui, vous ne pourrez pas le choisir pour la prochaine émission. Donc, on vous met une petite difficulté pour vous, le FC Guez. Et on en profite aussi pour rappeler que voilà, les paris sportifs, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, strictement interdits. Et que si jamais vous voulez parier, eh bien voilà, il faut le faire en essayant de rester le plus raisonnable possible, en s'allouant un petit budget pour s'amuser, sans essayer de faire des folies sur le site. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On vous laisse donc avec ce Brésil-Serbie. On en parlera très certainement demain. Et vive le foot, tout simplement. Merci les gars, merci Bruce, merci Scipion, merci les gars, merci l'équipe, bon match. Bon match à tous. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao les gars. Salut. Ciao.